Bernard Poignant est un homme s'étant consacré à la vie publique. De conseiller municipal jusqu'à député européen, en passant par les conseils départemental et régional, ainsi que l'Assemblée nationale, et sans oublier sa fonction de maire de la ville de Quimper. Il a eu une vie politique bien remplie qui l'a amené à conseiller notre précédent président de la République. En tant que député européen, il a été membre de la commission pêche et de la commission du développement régional des thèmes qui sont chers à la Bretagne. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il répond à nos questions sur les thèmes de l'Europe et ses régions. D'abord, bonjour à vous tous. L'Union européenne n'est pas un État. Et donc, les politiques qui sont décidées sont d'abord une entente entre les États qui la composent, 6 au début et aujourd'hui 27 depuis que les Britanniques nous ont quittés. Donc, les politiques qui sont décidées, nous les recevons ensuite, si je peux utiliser le mot recevoir, dans nos territoires. Quand on est breton, sur de très longues années, il y en a 3 qui ont été décisives, que j'ai vécues, parfois d'ailleurs, dans le conflit, hein, parfois dans la satisfaction. D'abord la politique agricole. C'est une politique qui a été essentielle et quand on est député national, européen et maire de Quimper, eh bien, elle vous arrive, nécessairement. Je l'ai vu évoluer, j'ai vu, les protestations des agriculteurs quand les quotas laitiers ont été, instaurés. J'ai vu les demandes des mêmes agriculteurs pour qu'ils ne soient pas supprimés. J'ai vu la disparition de ce qu'on appelle les restitutions, c'est-à-dire la différence de prix entre le marché mondial et notre prix européen. J'ai vu que les protestations, quand elles ont été supprimées, j'ai vu tout ça. Pour la pêche, c'est la même chose. J'ai vu les protestations pour limiter la prise des ressources halieutiques et pour la suppression des aides pour le renouvellement de la flotte. Vous voyez, donc j'ai vu cette évolution là où j'étais, en Bretagne et à Quimper, et j'ai bien sûr eu à gérer, indirectement plutôt que directement, les fonds, ce qu'on appelle structurels, je ne les énumère pas parce qu'il y en a plusieurs, et qui concernent bien sûr le concours de l'Europe à un certain nombre de projets que nous avons, que nous pouvons avoir dans nos collectivités, les départements, les villes, etc. Donc j'ai vu tout ça. Et j'ai vu plus récemment, le, pour les pêcheurs, ce que signifiait le départ des Britanniques. Parce que là, tout d'un coup, nos amis les pêcheurs constatent que c'est très important de pouvoir aller dans les eaux territoriales des autres. Donc, si vous voulez, vous avez un certain nombre de grandes politiques, et ces 3-là pour la Bretagne sont essentielles. Il y en a d'autres, hein, pour la recherche, pour l'université, etc. Mais ces 3-là sont décisives, et d'ailleurs, elles manient beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, j'ai vu leur évolution plutôt dans un sens de dérégulation en général et de disparition des aides publiques d'État pour soit l'agriculture, soit la pêche. Donc, je les ai vus évoluer et j'ai vu leur importance. Et je vais citer un autre dossier qui alors est très différent, mais qui a impacté considérablement la Bretagne, ce sont les marées noires. Là, tout d'un coup, quand il y a une marée noire, la Monco Cadiz, l'Erika, le Prestige, le Torrey Canyon, le Bolène, enfin, il y en a eu des quantités. Là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il ne peut pas y avoir de réglementation nationale. C'est insuffisant. Il faut une réglementation européenne. Elle a été faite d'ailleurs au fil du temps, au fil des crises. Et donc, j'ai vécu tous ces moments-là et j'ai vécu à la fois la protestation sur les décisions européennes et finalement l'exigence d'avoir une réglementation, une politique et un besoin européen. Et sur ces questions-là, une région comme la Bretagne, je ne dirais pas la même chose si j'étais à Paris même, hein, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de pêcheurs, etc. Donc chaque région a sa réaction vis-à-vis de l'Union européenne. Et je pense pour la Bretagne que c'est dès les années 60, quand elle s'est engagée dans l'esprit et dans la volonté européenne, ça lui a été bénéfique.
Alors, d'abord, l'Union européenne, c'est 450 millions d'habitants, c'est 27 États, non, c'est énorme comme ensemble. Et je le disais au début, ce n'est pas un État central, il ne faut surtout pas que ce soit un État central. Du coup, dans nos pays, et je pense à la France, je vais me limiter à la France, il y a peu d'avocats ou de porte-parole de l'Union européenne en tant que telle. Il y a 79 parlementaires européens, mais 965 parlementaires nationaux répartis dans les circonscriptions françaises. Il n'y a pas de représentants en tant que tel de la Commission européenne dans les pays, il n'y a pas de préfet. Il n'y a pas de sous-préfet, il n'y a pas de direction départementale ou régionale, etc. Donc, il n'y a pas la structure d'un État. Si bien qu'il y a peu de monde à pouvoir relayer les décisions, voire l'engagement européen lui-même. Ça, c'est une particularité de l'Union et c'est aussi une difficulté parce qu'elle est souvent accusée de déficit démocratique. Je l'entends de temps en temps, je n'y crois pas parce que d'abord, les institutions européennes sont aussi démocratiques que nos institutions nationales. Je vous prends un exemple. Le Parlement européen qui a été élu en 2019, il y a eu au second tour environ un peu moins de 50% de participation. Mais vous savez qu'au second tour de l'élection législative de 2017, la participation n'a été que de 43%. Donc c'est pareil, dommageable, mais c'est pareil. Quant à la Commission européenne, chaque État nomme un représentant. Pour la France, c'est Thierry Breton. Mais cette commission, elle est constituée souvent d'anciens ministres, de personnalités reconnues. Elle est investie par le Parlement européen comme pour l'Assemblée nationale française qui investit le gouvernement. Et même, c'est beaucoup mieux parce que chaque commissaire est auditionné par les parlementaires et les auditions se font en public. Donc, si vous voulez, on ne peut pas dire ça, qu'il y a un déficit démocratique, en tout cas sur le plan parlementaire. Et la commission fait souvent des consultations, c'est vrai en ligne, hein, comme on dit maintenant, et avec des livres blancs, des livres verts, etc., où tous les organismes de toute nature peuvent donner leur avis. Il existe même dans le Parlement européen, ce qui n'existe pas en France, une commission des pétitions qui examine toutes les pétitions des citoyens de toute l'Europe et pour voir leur légitimité, hein, est-ce que c'est compatible avec les traités, voir le nom. Et je ne me souviens plus des règles exactes, mais quand une pétition est valable, elle peut être examinée par le Parlement européen. Donc, je trouve que la notion de déficit démocratique est un peu facile. Et du coup, ça repose la parole européenne, si je puis dire, dans une nation comme la nôtre, elle repose sur les élus eux-mêmes. Si eux en font l'impasse, s'ils n'en parlent jamais, alors évidemment, c'est difficile comment dire, d'ancrer la question européenne dans la tête de nos concitoyens. C'est à eux à le faire, y compris représentants de l'État. Et il y a des associations, des mouvements, mais malgré tout, ils sont assez faibles. La Maison de l'Europe en fait partie. Mais ce n'est pas la Maison de l'Europe qui va faire tout ce travail sur toute la France. Il y a le mouvement européen, il y a les jumelages, il y a tout un tas de structures associatives qui font vivre l'Europe. Mais je pense que tant que les gouvernements, tant que les parlementaires, tant que l'ensemble des élus locaux, et ils sont très très nombreux, ne prennent pas ça en charge, alors on dira toujours qu'il y a un éloignement entre le citoyen et l'Union européenne. C'est une critique facile, quand on dit la Commission européenne, elle est composée de technocrates qui ne sont pas élus. Mais regardez le gouvernement français, il y en a un certain nombre qui ne sont pas du tout élus. Le ministre de la Justice en France n'est pas du tout élu. La ministre de la Défense n'est pas du tout élue. La ministre du Travail, pareil. Donc, ça, c'est des arguments très faciles, pas honnêtes, hein, à mes yeux. C'est des arguments assez malhonnêtes parce qu'ils ne veulent pas voir la réalité de nos institutions et les nécessités qu'elles imposent. Alors d'abord, je ne veux pas me présenter en exemple. Ce serait pour moi prétentieux, mais je peux dire ce que je ressens et j'allais dire ma carte d'identité politique d'une certaine façon. Je ne veux pas me ramener à une seule identité.
Je me méfie des mouvements qui vous ramènent à une seule identité. Il faut être multi-appartenant d'une certaine façon. Donc moi, je suis un Français de nationalité, mais je suis un Breton de spécificité, un républicain laïque d'identité. Mon opinion est socialiste, mon orientation est social-démocrate européenne, mais je suis un Européen de volonté et d'engagement parce que j'y crois. Vous comprenez, en matière européenne, alors vous pouvez mettre ça dans l'ordre différent de ce que je viens de dire, mais en matière européenne, il y a le quotidien, il y a ce que l'on disait tout à l'heure, les fonds, la politique agricole, etc. Mais il faut croire en cette histoire. Cette histoire est récente, elle n'a pas un siècle, elle a trois quarts de siècle depuis 1945. Elle est récente et à l'échelle de l'histoire européenne, c'est rien du tout. C'est 2000 ans d'histoire en Europe, 2000 ans de guerre, de conflits, d'annexions, de mariages, d'empires et cetera. Donc il faut croire à l'aventure de cette histoire et ça, si vous voulez, c'est essentiel. Si vous voulez, si vous pensez que l'Europe, vous n'y croyez pas, ben vous allez la laisser dépérir petit à petit. Ce qu'on en appelait autrefois la construction européenne, ce qu'on en appelait la communauté européenne, ce qu'on appelle maintenant l'Union européenne, cette histoire-là dépasse la vie de chacun d'entre nous. Elle dépasse la vie de chacun d'entre nous. C'est pour ça c'est fragile. Vous savez, j'ai le souvenir toujours de ce que j'ai entendu dans la bouche de François Mitterrand, méfiez-vous, tout traité est réversible dans l'histoire de l'humanité. Et Dieu sait s'il y a des traités européens, et il peut arriver que des gouvernements, ici ou là, bousculent et reviennent en arrière. Donc, si vous voulez, là, je ne vais pas prendre un acte, comment dire, une formule que l'on pourrait trouver religieuse, mais oui, quelque part, l'Union européenne, dans l'engagement qu'on y met, c'est un acte de foi, d'une certaine façon. Alors, il y a des politiques qui peuvent déplaire. C'est sûr, il y a des courants politiques plus nationaux, plus libéraux, plus conservateurs, plus ceci, plus cela, bien sûr. Mais je suis toujours choqué quand je vois des forces politiques qui utilisent en fait les difficultés de l'Union européenne, les insuffisances, les failles, les lacunes, qui les utilisent surtout pour quitter l'Union européenne. C'est ça qui me frappe le plus. C'est comme si on disait, je suis pas content de ce que fait le gouvernement français, donc je quitte la France. Non, l'Union européenne, c'est une longue histoire, voilà, un long parcours, et c'est dans cette histoire-là que moi je me situe. Voilà, c'est comme ça que je me sens, c'est comme ça que je veux être, c'est comme ça que dans ma vie politique que vous avez rappelé tout à l'heure, je m'inscris. Alors, on voit bien d'ailleurs, la crise pandémique le montre aussi, l'évolution américaine avec l'arrivée de Joe Biden aussi. Il y a pas mal d'indices qui montrent vers quoi, quels sont les grands dossiers dont l'Europe va s'emparer et dont chaque État qui la compose doit aussi le faire. Alors, je vais les énumérer simplement, hein, bien sûr. Ce que l'on appelle, et ça c'est le travail de Thierry Breton, la révolution numérique et l'intelligence artificielle. On ne peut pas être en retard sur ces questions-là. La question climatique, évidemment, puisqu'il faut sortir le plus rapidement possible, mais sans démagogie, sans brutalité, de l'énergie carbonée et donc par conséquent de la production d'électricité et des mobilités. Je pense aussi qu'il y a un dossier qui est difficile et qui va être difficile, qui est déjà difficile. Notre continent vit une grande faiblesse démographique. Vous savez, on vieillit tous et on ne fait pas assez d'enfants. Et j'ai vu, par exemple, en Italie, cette année, en 2020, ils sont tombés d'un niveau de naissance de 700 000 environ chaque année à 400 000 d'un coup. Donc ça, c'est pour le gouvernement italien, il est déjà très inquiet parce que c'est très lié à la crise migratoire. Et donc ces questions-là vont être difficiles, polémiques et compliquées. Et puis aujourd'hui, on voit naître, alors ça, c'est pas vraiment local, hein, bien sûr. Tout ce que je dis là a des incidences locales, bien sûr. On voit naître le grand dossier de la fiscalité mondiale. Ah, ça a été un peu surprenant quand les Américains se sont lancés dans cette affaire d'impôt mondial à 21% pour les entreprises. C'est assez étonnant. Trump ne l'aurait jamais fait. Et donc l'Europe va se lancer, ben, je pense l'Europe doit accompagner tout ça. Euh, donc entre, si vous voulez, le numérique, l'intelligence artificielle, le climat, la démographie, l'immigration, la fiscalité et auquel j'ajoute maintenant les conséquences en matière sanitaire, vous voyez, il y a un paquet cadeau, si je puis dire, de dossiers
dont l'Europe va devoir s'occuper. Alors, il va y avoir des tensions parce que certains vont dire, mais non, ça c'est du ressort de la nation, d'autres vont dire il faut plus d'Europe, d'autres moins d'Europe. Donc, mais ça s'appelle le débat démocratique. Et je pense que ces sujets-là doivent les uns et les autres hein, être renforcés la nécessité de l'Europe, parce que ça, je crois beaucoup qu'il n'y a pas de repli national. Mario Draghi, l'Italien, a eu une phrase qui m'a plu. Je crois qu'il a dit devant l'Assemblée italienne pour son investiture, il n'y a pas de souveraineté dans la solitude. Eh bien, je crois beaucoup à ça. C'est l'aventure politique unique sur la planète. On n'a jamais vu ça. Venise d'abord, parce que pour moi, elle est l'exemple de l'humanisme et de la beauté. Prague ensuite, parce qu'elle a souffert, et que c'est de Prague qu'est partie la première volonté européenne au XIVe siècle. Victor Hugo, parce qu'il a tout dit, et Borislav Geremek, parce qu'il a tout subi. La Maison de l'Europe de Rennes et Haute-Bretagne remercie Bernard Poignant d'avoir participé à notre série d'interviews intitulée L'Union européenne vue par. Merci de nous avoir montré que vous êtes breton, français et européen et qu'il n'y a pas d'antinomie, mais bien au contraire complémentarité entre les trois.